Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui le cours de physiopathologie des occlusions intestinales aiguës. C'est un cours qui est très important pour votre troisième année, ainsi que pour le module de gastroentérologie. Et voilà, on va aborder les bases physiopathologiques des occlusions intestinales aiguës. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et c'est parti. Alors, comme introduction ou comme plan du cours, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un syndrome occlusif aigu, qu'est-ce que c'est qu'une occlusion intestinale aiguë. Donc, c'est vraiment important de connaître la définition pour comprendre la suite du cours. Ensuite, on va citer les mécanismes de l'occlusion. Donc, il existe 3 mécanismes, on va les détailler. Ensuite, on va distinguer l'occlusion mécanique de l'occlusion fonctionnelle, les conséquences de l'occlusion sur le plan hémodynamique, tout ce qui est ionique, etc. Évaluer le retentissement général de l'occlusion. On vient de dire qu'elle cause des problèmes ioniques ou des déficits ioniques. Donc, elle va retentir sur l'état général ou retentissement général de l'occlusion. Ensuite, on va différencier les deux types de l'occlusion et reconnaître le siège. Ensuite, on va détailler le diagnostic étiologique. Il y a plein d'étiologies, pas mal d'étiologies qui vont causer les occlusions intestinales aiguës. Enfin, une petite partie de diagnostic différentiel et on termine par une conclusion. On commence comme introduction. Donc, l'occlusion intestinale aiguë est une situation potentiellement grave. Pourquoi? Parce qu'elle peut engager souvent le pronostic vital quand il y a un retard au diagnostic ou bien quand la prise en charge initiale est insuffisante ou bien les deux. D'accord? Donc, ça relève que l'importance du diagnostic précoce et la prise en charge précoce aussi. Parce que ça engendre des problèmes ioniques et la gravité elle est vraiment variable selon le type de l'occlusion et les mécanismes, on va tout détailler. Elle nécessite toujours une hospitalisation en milieu chirurgical et conduit souvent à une indication opératoire. On dit souvent, pas toujours, parce qu'on va voir par la suite que les occlusions fonctionnelles, généralement, ne nécessitent pas un traitement chirurgical avant la survenue de conséquences locales ou générales. Les occlusions intestinales représentent 10% des douleurs abdominales de l'adulte. C'est purement statistique. Et bien sûr, il faut savoir que les occlusions du grêle, ce qu'on appelle les occlusions hautes, d'accord, les occlusions du grêle, on les appelle les occlusions hautes. Tandis que les occlusions qui intéressent la petite partie de l'ilion et le côlon, et même le rectum, on appelle les occlusions qui sont basses. Ça, c'est le premier point à retenir. Donc, les occlusions du grêle ou les occlusions hautes sont 3 à 4 fois plus fréquentes que les occlusions coliques. C'est purement statistique. Alors, comme définition, alors le transit intestinal normal, c'est quoi le transit intestinal normal? C'est la propulsion des aliments à l'intérieur du tube digestif. C'est ça le transit intestinal. C'est justement la propulsion de l'aliment à travers le tube digestif. Donc, il est dans l'œsophage, ensuite dans l'estomac, ensuite dans l'intestin grêle, ensuite dans le côlon, ensuite dans le rectum. C'est ça le transit intestinal normal. Et bien, ce transit intestinal normal, il est la combinaison entre le péristaltisme qui est normal. C'est quoi le péristaltisme? C'est les contractions du muscle lisse de l'intestin, que ce soit l'intestin grêle ou le côlon, qui va assurer cette propulsion ou qui va assurer le transit intestinal. Et bien sûr, la lumière intestinale doit être libre. Donc, 2 conditions pour qu'il y ait un transit intestinal normal. D'abord, il faut un péristaltisme normal, c'est-à-dire des contractions qui sont rythmées pour propulser les aliments. Et d'autre part, il faut que la lumière intestinale soit libre, c'est-à-dire elle n'est pas obstruée par quelque chose à l'intérieur de la lumière ou bien par une obstruction extrinsèque, par une compression extrinsèque, par un processus extra-intestinal qui va comprimer la lumière. Donc la lumière intestinale doit être libre et le péristaltisme doit être efficace et sain. L'occlusion intestinale aiguë est un syndrome défini par l'arrêt brusque, retenez bien ça la définition, donc l'arrêt brusque, c'est pour ça qu'on appelle aigu, c'est brusque, et complet du transit intestinal normal. Donc le transit intestinal qu'on a déjà parlé, c'est-à-dire la propulsion des aliments à travers l'intestin, que ce soit le grêle ou le côlon, est stoppé complètement et de façon brusque. C'est ça la définition de l'occlusion.
Attention, plein d'étudiants pensent que l'occlusion intestinale aiguë veut dire le blocage de l'intestin. C'est totalement faux. On peut avoir une occlusion intestinale sans qu'il y ait un obstacle à l'intérieur de l'intestin. On va voir, quand on a par exemple une hypokaliémie, on a une atonie ou une paralysie du muscle lisse de l'intestin, et donc sans qu'il y ait une obstruction, on a une occlusion intestinale. Et bien retenez bien que l'occlusion intestinale, ce n'est pas une obstruction de la lumière. Plein d'étudiants pensent que c'est ça la définition. Et bien la définition, c'est l'arrêt de ce transit normal. Que ce soit par une obstruction ou par une paralysie, on va tout détailler. Elle est de gravité variable, bien sûr, dépend du site, de l'obstacle et de la cause. On va voir par la suite que les occlusions qui sont hautes, qui siègent au niveau du grêle, sont beaucoup plus graves que les occlusions qui siègent au niveau du côlon, à cause des troubles ioniques qui l'engendrent, et même la cause et le mécanisme. On va tout détailler par la suite. 2 mécanismes physiopathologiques, 3 généralement mécanismes, mais les 2 grands mécanismes, c'est l'arrêt du péristaltisme quand c'est une occlusion qui est fonctionnelle, c'est-à-dire le péristaltisme est totalement bloqué, comme par exemple c'est le cas d'une hypokaliémie, donc on n'a pas ce péristaltisme et donc le transit normal va être bloqué, donc c'est ça la définition de notre occlusion, et dans ce cas on appelle c'est une occlusion qui est fonctionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas une pathologie organique ou un blocage sur l'intestin, c'est tout simplement quelque chose de fonction de l'intestin. C'est-à-dire, le péristaltisme, c'est la fonction de l'intestin intestinal. Et l'obstruction de la lumière intestinale, d'autre part, qu'on appelle occlusion mécanique. Donc, l'occlusion mécanique ou organique, elle est en relation avec totalement l'obstruction de la lumière intestinale. Et quand on dit intestinale, c'est soit le grêle, soit le côlon. Il faut savoir aussi que les occlusions mécaniques sont beaucoup plus fréquentes que les occlusions fonctionnelles. Donc, les occlusions mécaniques sont fréquentes par rapport aux occlusions fonctionnelles. Alors là, ce n'est pas la physiopathologie ici, c'est la physiologie. Donc l'intestin est un organe creux, dynamique, qui comprend 6,5 mètres d'intestin grêle. Donc le jejunum et l'ilion sans bien sûr oublier le duodénum. Donc, il est mobile. Mobile, on ne veut pas dire par le mot mobile le péristaltisme, non. Mobile, ça veut dire qu'il est mobile par le vrai sens du mot. Ça veut dire qu'il y a un risque de développer des volvulus, qu'on va voir par la suite dans les diapos prochaines, c'est-à-dire l'enroulement de l'intestin sur lui-même. Donc, c'est ça le mot mobile, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment fixé. Et bien sûr, 1,5 du côlon. Donc le gros intestin, succession de segments mobiles et des segments fixes. Donc il y a des endroits de l'intestin du côlon où ils sont vraiment fixes, il y a des segments qui sont mobiles, et les segments qui sont mobiles sont à risque de développer un volvulus, c'est-à-dire l'enroulement de l'intestin. Le contenu de l'intestin, donc, il contient de l'air, les liquides de sécrétion digestive, c'est-à-dire les sécrétions de l'estomac, les sécrétions pancréatiques, les sécrétions biliaires, les sécrétions intestinales, etc. Les aliments, bien sûr, c'est le contenant majeur, c'est le composant majeur, et les bactéries, pratiquement, on trouve dans le côlon une flore bactérienne carrément. Donc le nombre de bactéries qui se trouvent au niveau du côlon est beaucoup plus grand que le nombre de bactéries qui se trouvent au niveau du grêle. Là, c'est une diapo qui représente le flux de liquide dans le tube digestif, bien sûr, par jour, donc la quantité par jour. Donc, la quantité de salive qui est produite par jour est approximativement à 1,5 litres. La quantité de liquide qui se trouve au niveau des aliments à 2 litres. Le suc gastrique qui est riche en HCl, c'est généralement 2,5 litres. La bile de 0,7, les sucres pancréatiques de 1 litre et la sécrétion intestinale. Il faut savoir que l'intestin grêle lui-même sécrète, donc voici l'intestin grêle et voici le côlon. Donc l'intestin grêle sécrète des sécrétions qui sont riches en enzymes et ces sécrétions sont approximativement mesurées à 3 litres par jour. Donc le total, c'est supérieur à 10 litres par jour. Pourquoi cette diapo est très importante? Ça soulève que ces sécrétions-là, en cas d'occlusion intestinale, vont stagner à l'intérieur de l'intestin. C'est ça la définition de l'occlusion, c'est-à-dire les aliments ne vont pas stagner et même relativement, ces sécrétions ne vont pas se propulser à l'intérieur de l'intestin et ces sécrétions sont riches en ions, ce qui veut dire que ces liquides ne vont pas être absorbés et ces ions représentent une perte pour l'organisme, ce qui conduit à des états de déshydratation et tout ce qui suit.
Alors là, on rentre dans la physiopathologie proprement dite. Donc les mécanismes de l'occlusion, on distingue trois mécanismes. Ce n'est pas deux mécanismes, généralement trois mécanismes. Soit occlusion par obstacle, on parle alors d'occlusion mécanique, soit occlusion par paralysie, on parle d'une occlusion fonctionnelle. Et le troisième mécanisme, c'est par strangulation. Alors, donc, l'occlusion intestinale a trois mécanismes. Soit par obstruction, soit par strangulation, soit fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Il faut retenir l'algorithme suivant. Donc, une pathologie, d'accord? Une pathologie quelconque, par un mécanisme, elle va donner de l'occlusion intestinale. Je vais l'abrévier, donc OI, occlusion intestinale. Donc, retenez l'algorithme, c'est très important pour continuer de comprendre le cours. Alors, une pathologie quelconque, par un mécanisme, elle va donner notre occlusion intestinale. Donc, le mécanisme, il existe trois mécanismes, soit mécanisme par obstruction, soit mécanisme par strangulation, soit un mécanisme fonctionnel. Ça veut dire quoi un mécanisme par obstruction? Ça veut dire qu'on a notre intestin, que ce soit grêle, que ce soit le gros intestin qui est le côlon, et il y a un objet, par exemple, à l'intérieur de l'intestin. Ça, c'est l'obstruction. Ou bien un processus néoplasique qui est à l'extérieur de l'intestin, mais à force qu'il augmente de volume, va comprimer l'intestin. Donc voici le processus, il va comprimer l'intestin, ce qui réduit le diamètre, causant une occlusion intestinale. C'est ça le mécanisme par obstruction. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme par strangulation. C'est quoi la strangulation? C'est quand on a une diminution brutale de le diamètre de l'intestin, comme cela, d'accord? On va tout détailler dans les causes et vous allez mieux comprendre. C'est ça la strangulation proprement dite. En arabe, c'est irtinaq, d'accord? Donc, c'est la strangulation, c'est ça. C'est la diminution brutale et dans un endroit précis de le diamètre. Vous voyez que c'est un rétrécissement qui est complet, causant un arrêt, par exemple, des aliments qui doivent passer le plus normalement possible, un arrêt de ces matières ici, d'accord, qu'on appelle en amont. Donc avant l'obstruction, on a l'arrêt des sécrétions, l'arrêt des aliments qui se trouvent ici, d'accord, qui doivent passer vers ici, d'accord. Donc c'est ça le deuxième mécanisme, c'est la strangulation. Le troisième mécanisme, c'est le mécanisme fonctionnel. Ça veut dire qu'il n'y a ni obstruction, ni strangulation, mais il existe une paralysie de l'intestin, d'accord, qu'on appelle soit la paralysie peut-être réflexe ou peut-être atonie. Pour le moment, oubliez la fonctionnelle parce qu'on va la détailler. Et on va focaliser un petit peu sur le premier mécanisme qui est l'obstruction et le deuxième mécanisme qui est la strangulation. Quand l'occlusion elle est due à un mécanisme de obstruction ou de strangulation, on dit que c'est une occlusion qui est mécanique. Et c'est le cas le plus fréquent. Et quand le mécanisme est fonctionnel, on dit que c'est une occlusion fonctionnelle. D'accord? Donc une pathologie quelconque à l'aide d'un mécanisme va causer notre obstruction. Elle va causer notre occlusion. Les mécanismes sont au nombre de 3. Il n'y a pas un quatrième mécanisme. Soit le mécanisme est une obstruction, soit c'est une strangulation, soit c'est fonctionnel. Et on va détailler mécanisme par mécanisme. Donc, comme on a déjà dit, les occlusions mécaniques sont dues à deux mécanismes, soit suite à une obstruction, soit suite à une strangulation. Alors on commence par le premier mécanisme qui est l'obstruction. Alors, l'obstruction, vous voyez bien que les pathologies sont bien définies. Alors, soit l'obstruction siège dans la lumière, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intestin, que ce soit l'intestin grêle ou bien le côlon. Et dans ce cas-là, on parle par exemple d'ilius biliaire. C'est quoi l'ilius biliaire? C'est tout simplement un caillou qui se trouve au niveau de la vésicule biliaire, par exemple, qui se constitue au niveau de la vésicule biliaire, d'où le nom ilius biliaire. Et ce caillou va migrer, sans rentrer dans les détails, va migrer dans l'intestin, vers l'intestin. Il va se propulser, et à un moment donné, quand son diamètre est plus grand que le diamètre de l'intestin, il va se bloquer à un endroit précis, causant une obstruction intestinale, d'accord, causant une occlusion intestinale, d'accord, causant une occlusion intestinale. Donc on va détailler ça. Donc par exemple, pour que vous compreniez bien cette notion, parce qu'elle est vraiment importante pour avancer dans le cours, quand on a par exemple un ilius biliaire, par le mécanisme de l'obstruction, d'accord, c'est l'un des trois mécanismes,
il va donner notre occlusion intestinale. D'accord? Donc, ce qui change, c'est le mécanisme et la pathologie. D'accord? Il faut savoir chaque pathologie par quel mécanisme elle donne l'occlusion intestinale. Donc, notre ileus biliaire qui est un caillot, c'est logique de raisonner que par un mécanisme d'obstruction, il va obstruer la lumière, donc il va causer notre occlusion intestinale, c'est logique. Alors, donc, dans la lumière, donc ileus biliaire, ou bien un bézoar. C'est quoi le bézoar? C'est tout simplement des fibres alimentaires qui sont non digérées par l'intestin et qui s'accumulent en une masse qui va obstruer tout simplement l'intestin, que ce soit grêle, que ce soit le côlon. Mais c'est généralement le grêle, d'accord? Donc, ces fibres peuvent être alimentaires, peuvent être totalement des cheveux. Ça rentre dans le cadre de certaines maladies psychiatriques. Les parasites, par exemple les vers, etc., peuvent donner des masses vraiment importantes qui peuvent obstruer la lumière. Et les fécalomes, c'est quoi les fécalomes? C'est tout simplement des matières fécales qui sont asséchées, ils sont difficiles à éliminer par défécation et qui s'accumulent généralement au niveau du rectum, causant l'obstruction du rectum ou bien du côlon, causant l'obstruction et causant bien sûr une occlusion intestinale. C'est ça les fécalomes. Dans la paroi intestinale, plus souvent due à une anomalie pariétale, donc soit l'obstruction siège au niveau carrément de la lumière ou bien elle naît de la paroi carrément. Et dans ce cas-là, on parle des cancers, malheureusement. On parle des sténoses inflammatoires, tout ce qui est inflammation due à la maladie de Crohn, les entérites, le traumatisme, les anastomoses, donc tout ce qui, naît de la paroi. Et bien sûr, les hématomes pariétales, donc les hématomes qui siègent au niveau de la paroi. Les invaginations, là, elle est mise par erreur, je pense, dans cette diapo, parce que les invaginations rentrent dans le cadre de l'occlusion intestinale par strangulation. Donc c'est un mécanisme totalement différent, non pas dans l'obstruction. D'accord? Alors les extra-intestinales, donc les brides et les adhérences, la même chose, ils rentrent dans le cadre de l'occlusion intestinale par strangulation. On va les détailler à part, donc ça ne rentre pas dans le cadre de l'obstruction non plus. Compression par tumeur par contiguïté, donc quand on a une tumeur qui est proche à l'intestin et à un moment donné quand elle augmente de volume, elle va comprimer l'intestin, donc ce qu'on appelle la compression extrinsèque. Les hernies et les volvulus ils sont mis, je pense par erreur ici, parce que ce sont des obstructions, des occlusions intestinales par strangulation, d'accord, par strangulation, c'est-à-dire un autre mécanisme, on va voir par la suite. Donc voici l'obstruction intraluminale, c'est-à-dire un objet à l'intérieur de la lumière intestinale. Voici l'obstruction pariétale qui naît de la paroi, dans le cadre du cancer, etc. Et voici la compression extrinsèque quand on a un processus néoplasique ou autre qui se développe en extra-intestinal, mais à cause de sa proximité de l'intestin, que ce soit grêle, que ce soit le côlon, il va le comprimer, causant une occlusion intestinale. Donc toutes ces pathologies, par un seul mécanisme qui est l'obstruction, vont causer notre occlusion intestinale. Et voici les parasites qui sont des vers. Vous voyez que le nombre est vraiment grand et ça peut constituer une masse qui peut faire une occlusion intestinale. Là, la trichophagie, c'est un trouble du comportement, je pense. Et c'est un trouble de comportement qui est caractérisé par la personne mange ses propres cheveux et ces cheveux vont constituer, comme vous voyez ici, des masses qui vont obstruer totalement la lumière. Donc la trichophagie, c'est une pathologie par un mécanisme qui est l'obstruction. Toujours je répète pour que vous compreniez le principe. Ils vont causer notre occlusion intestinale. Ça c'est l'obstruction par le caillot biliaire qui provient de la vésicule biliaire, donc c'est l'ileus biliaire. Et voici là le processus néoplasique qui est intraluminal, qui naît de la paroi et qui peu à peu peut obstruer la lumière. Ça c'est un aspect endoscopique. Et vous voyez là que les grandes tumeurs, notamment les hémorragies ou bien les kystes ovariens, à cause de leur proximité du tube digestif, peuvent par la suite donner une compression extrinsèque. Le deuxième mécanisme, on entame le deuxième mécanisme. Après avoir fini le mécanisme de l'obstruction, on entame le deuxième mécanisme qui est la strangulation. Alors c'est quoi la strangulation? Comme on a déjà dit, c'est la diminution brutale du diamètre de l'intestin dans un point quelconque.
Alors la strangulation peut être causée par différentes pathologies. La première pathologie, c'est les brides. C'est quoi les brides? C'est tout simplement des fragments fibreux. Alors vous voyez, ça c'est une bride, ça c'est une bride. Alors ce sont des fragments fibreux. J'ai une photo qui est, il y a une photo qui est un peu... Donc voici les brides, c'est ça les brides. Donc ce sont des fragments qui sont fibreux, qui vont s'enrouler autour de l'intestin. Donc voici l'intestin. Il est grand ici parce qu'il y a une accumulation de sécrétions en amont. Donc une bride qui va s'enrouler autour de l'intestin et qui va causer notre occlusion intestinale. Voici là la stase des liquides et des aliments, et donc ça va causer la dilatation de l'intestin en amont, c'est-à-dire avant la bride. Donc là, c'est un intestin qui est normal, vous voyez là, qu'il est totalement libre. Là, on a la bride qui est un morceau qui est fibreux, qui va s'enrouler autour d'une partie de l'intestin et qui va causer par la suite, une diminution du diamètre, un point quelconque où il s'est enroulé. C'est ça la strangulation, d'accord? Et les brides sont généralement suite à des interventions chirurgicales quelconques, donc c'est généralement post-opératoire les brides, d'accord? Donc c'est ça la strangulation. Donc les brides, qui est on peut la considérer comme pathologie, d'accord, post-opératoire, par un mécanisme qui est la strangulation, je répète toujours pour que vous compreniez le principe, vont causer une OI, c'est-à-dire une occlusion intestinale, que ce soit haut, que ce soit bas, ça dépend la localisation de la bride, d'accord? Le deuxième mécanisme, c'est la deuxième pathologie, c'est le volvulus. C'est quoi le volvulus? C'est l'enroulement de l'intestin sur lui-même, comme vous voyez dans cette photo-là, ou plutôt, il y a une photo qui est plus... voilà, donc vous voyez un segment de l'intestin qui est totalement libre, et à un moment donné, dans un segment qui est mobile, que ce soit dans l'intestin grêle, que ce soit dans le côlon, il faut que le segment soit mobile pour que le volvulus... se fait et donc survient, voilà, et donc il y a une rotation de cette partie de l'intestin sur elle-même, et donc cette partie va être comme ça, et à la base, qu'on appelle la base de l'anse, donc va être en occlusion par strangulation. Donc cette partie là, elle est totalement diminuée de diamètre, ce qu'on appelle la strangulation, et ce qui va causer notre occlusion. Il faut savoir aussi que cette partie-là, elle va être privée d'une circulation artérielle, ce qui va causer la nécrose, et pour ça, elle est dessinée en violet. Ce qu'on va détailler par la suite, c'est que le mécanisme de strangulation, c'est un mécanisme qui est grave par rapport à l'occlusion et par rapport au mécanisme fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il conduit à des problèmes vasculaires, parce que la diminution du diamètre ici et l'hyperpression va diminuer le sang artériel qui provient aux cellules intestinales, ce qui va causer leur ischémie et leur nécrose par la suite. C'est un stade irréversible. C'est pour ça qu'on a dessiné là la lance en violet, et la même chose ici. L'invagination, quant à elle, c'est la troisième pathologie. Donc, vous voyez, c'est ça l'invagination. C'est la propulsion d'une anse ou d'une partie de l'intestin à l'intérieur de l'autre partie. Donc, c'est ça l'invagination. Et vous voyez cette partie-là, elle est complètement diminuée de diamètre. C'est ça la strangulation. Donc, ça peut causer une occlusion intestinale par strangulation. Donc, vous voyez bien que, par exemple, les aliments qui sont ici ne peuvent plus passer vers l'autre côté. D'accord? Donc c'est une occlusion intestinale par strangulation suite à une invagination, et l'invagination est plus fréquente chez les enfants. Donc voilà. Voici là donc un volvulus. Donc ça c'est le volvulus, et vous voyez que la couleur a changé par rapport à un intestin qui est ça. C'est dû à la nécrose qui est généralement irréversible parce que le diamètre est totalement diminué, la pression est grande dans la partie où l'anse a tourné. Donc c'est ça la partie qui est en pression, et tout ce qui est pression va oblitérer ou va comprimer les artères et va causer des problèmes vasculaires, de la vascularisation de la partie qui est volvulée.
la quatrième pathologie, c'est l'hernie étranglée. Vous savez que l'intestin est généralement protégé par les muscles qui se trouvent au niveau de l'abdomen. Et il arrive parfois qu'il y a des zones de faiblesse au niveau de cette paroi musculaire, que l'intestin va fuir de ces petits orifices. Et ça définit l'hernie étranglée. Et vous voyez là qu'il y a une hyperpression par strangulation et ça va causer notre occlusion intestinale. Donc une photo qui est plus claire du volvulus. Donc vous voyez, ça c'est l'intestin et ça c'est le côlon. Et au niveau des zones mobiles, il y arrive que l'anse tourne en elle-même, ce qui va causer la strangulation ici et l'occlusion intestinale. L'occlusion par bride, il y a une photo qui est plus claire. Voici la bride et qui est suite à une intervention chirurgicale. Donc voici qu'elle a causé une strangulation sur l'anse et stase et occlusion intestinale. L'occlusion par obstruction, là l'obstruction par une processus néoplasique. Et voici le volvulus sur bride. Il arrive parfois qu'il existe une bride qui sert de plan de rotation pour un volvulus. Donc si vous voulez, 2 en 1, donc 2 pathologies en une seule pathologie, donc volvulus et une bride. Donc c'est le même résultat, c'est une strangulation et la strangulation va causer une occlusion intestinale, mais non seulement elle va causer une occlusion intestinale, elle va causer une diminution de l'apport artériel vers l'intestin et donc ça va causer une nécrose ischémique. Et vous voyez là la différence de couleur entre un intestin qui est sain et un intestin qui est nécrosé. Alors, les radiographies de l'abdomen sans préparation, qu'on appelle l'ASP, il n'est plus indiqué. Il est remplacé par la TDM. Mais si on fait l'ASP, on va retrouver ce qu'on appelle des images hydroaériques. Alors, c'est quoi les images hydroaériques? Ce sont des images qui vont se manifester sur la radiographie par des ondes qui sont noires, comme ici. C'est pas ici, mais généralement dans la région. Mais c'est par cette couleur, ce qui est noir. Donc, ça traduit la stase des liquides et de l'air à l'intérieur le segment intestinal qui souffre de l'occlusion. Donc, quand on a un segment qui est occlu, par exemple ici, les liquides et l'air ne vont pas passer à travers tout l'intestin, mais il va stagner en amont, c'est-à-dire avant cette occlusion, il va stagner, causant des images hydro, c'est-à-dire en rapport avec les liquides, aériques, c'est-à-dire en rapport avec l'air qui stagne. Alors, il faut savoir que ces niveaux hydroaériques diffèrent de localisation et diffèrent de forme, que ce soit une occlusion qui est haute ou basse. Alors, dans l'occlusion qui est haute, qui se trouve au niveau du grêle, les niveaux hydroaériques sont centraux parce que le grêle se situe ici. Donc, n'oubliez pas que l'intestin grêle comme ça, d'accord? Désolé. Et à un moment donné, on a notre gros intestin qui est ici, par ici, le rectum. Donc, quand on a des niveaux hydroaériques par une occlusion qui se situe au niveau de l'intestin grêle, donc les niveaux aériques, vous voyez bien qu'ils seront centraux. À l'inverse que quand l'occlusion se situe au niveau du gros intestin, donc les niveaux hydroaériques seront périphériques. Donc ça, c'est la première différence entre les deux. Que quand l'occlusion se situe au niveau du grêle, ou gros intestin, donc les niveaux hydroaériques seront centraux, contrairement à ce qu'on trouve dans l'occlusion basse colique, que les niveaux hydroaériques, vous voyez bien, ça c'est un niveau hydroaérique, ça, donc seront vraiment basses, seront vraiment périphériques que dans l'occlusion qui est haute, d'accord? Et une deuxième différence, que les niveaux hydroaériques qui se situent au niveau de l'occlusion haute sont plus larges, vous voyez, que haut, à l'inverse de l'occlusion colique, qui sont plus hauts que larges. Donc, on a fini des obstacles
mécanique, donc l'occlusion mécanique qui est due soit à une strangulation, soit à une obstruction, on passe aux paralysies du péristaltisme qu'on appelle l'iléus. Donc l'iléus paralytique ou occlusion intestinale fonctionnelle, c'est la même chose. Alors la paralysie du péristaltisme, donc c'est-à-dire l'occlusion intestinale fonctionnelle, eh ben, elle relève d'un mécanisme qui est fonctionnel. Alors les mécanismes diffèrent selon la pathologie. Donc on a soit un réflexe qu'on appelle le réflexe spasmodique, soit par ischémie, soit par cause métabolique. Donc on a trois, si vous voulez, trois mécanismes dans un seul mécanisme qui est le mécanisme fonctionnel. Donc tout ce qui est pathologie inflammatoire à l'intérieur de l'abdomen ou autre peut causer le spasme, c'est-à-dire la contraction qui est simultanée de tout l'intestin, d'accord, de tout l'intestin, et ça va causer l'absence du péristaltisme. Retenez bien que le péristaltisme sont des contractions, mais ce sont des contractions qui sont alternées, c'est-à-dire contraction-relâchement, pour que les aliments se propulsent. Mais quand on a un spasme, c'est-à-dire une contraction qui est simultanée de toutes les parties de l'abdomen, eh ben, ça ne va pas se produire le péristaltisme qui est efficace, et donc ça va causer comme si l'absence du péristaltisme, et donc ça va causer notre occlusion. Donc le premier mécanisme qui rentre toujours dans le mécanisme fonctionnel, donc c'est le réflexe spasmodique. Tout ce qui est en rapport avec les péritonites, tout ce qui est en rapport avec les lithiases, les fractures, les hématomes rétropéritonéales peuvent causer un iléus paralytique. Deuxième, c'est par ischémie artérielle ou veineuse. Donc on a toujours perte du péristaltisme et ça peut causer une occlusion intestinale. Et le dernier, c'est par cause métabolique. C'est toujours dans le cadre du mécanisme fonctionnel. Donc quand on a par exemple une hypokaliémie, une acidose, c'est tout ce qui rentre dans les pathologies métaboliques. C'est surtout l'hypokaliémie. Donc ça va causer une absence du péristaltisme et donc ça va causer notre occlusion intestinale. Alors attention, le réflexe spasmodique, ça ne rassemble pas les causes métaboliques, c'est-à-dire l'atonie paralytique. Toutes ces causes métaboliques causent l'occlusion intestinale par une atonie, ce qu'on appelle une atonie paralytique. C'est-à-dire que le muscle est totalement hypotone. À l'inverse des mécanismes, à l'inverse des maladies qui sont inflammatoires, comme vous voyez ici, il cause une occlusion intestinale par un spasme. C'est totalement la différence. Par un spasme, c'est pas l'hypotonie, par un spasme qui est généralisé et qui ne donne pas un péristaltisme qui est efficace à la propulsion des aliments. Alors les conséquences, donc au niveau du grêle, les sécrétions physiologiques sont abondantes. D'une part les sécrétions de l'estomac, d'autre part les sécrétions de la bile, les sécrétions du pancréas, donc ils sont abondants. Donc vous imaginez que toutes ces sécrétions sont riches en ions, notamment le potassium, le Na+, et surtout le chlore, d'accord? Et donc ça forme presque un troisième secteur. Toutes ces sécrétions, au lieu d'être absorbées vers la circulation sanguine, vont être perdues malheureusement par les vomissements et donc ça va causer notre déshydratation et la perte de pas mal d'ions. À l'opposé du côlon, la réabsorption est pratiquement terminée, ce qui veut dire que les répercussions sur l'organisme du phénomène occlusif sont d'autant plus précoces et importantes que l'obstacle est plus haut situé sur le tube digestif. Ça veut dire que les occlusions qui sont hautes vont avoir des répercussions plus graves que les occlusions qui sont basses, qui se situent au niveau du côlon, où la réabsorption est pratiquement terminée et il n'y a pas beaucoup d'ions dans le côlon. Donc les conséquences locales en amont de l'obstacle, c'est-à-dire avant l'obstacle, vous voyez qu'il y a une distension de l'anse intestinale. Pourquoi? Parce qu'il y a accumulation de liquide et de gaz qu'on a déjà vu, donc c'est le niveau hydroaérique. Et ces accumulations de liquide vont exercer une pression énorme sur la paroi abdominale, sur la paroi intestinale. Et la paroi intestinale va s'amincir et on aura une stase veineuse, une circulation artérielle qui est gênée, donc les artères vont être comprimées. Donc l'anoxie de la paroi intestinale, c'est-à-dire les cellules de l'intestin ne vont plus recevoir de l'oxygène, ça sous-entend une souffrance et si la prise en charge sera retardée, donc on aura la nécrose.
Cette souffrance donne paralysie progressive de l'intestin. Donc on rentre beaucoup plus dans l'occlusion intestinale fonctionnelle. Donc on a déjà dit que l'ischémie peut donner une occlusion intestinale fonctionnelle. Donc paralysie progressive de l'intestin, donc le muscle ne va pas se contracter, se contracter comme il faut. Et à l'extérieur des anses, péritoine et les bactéries. Donc il faut savoir que tout liquide qui stagne dans l'organisme, il est à risque de multiplication de nombreuses bactéries. Quand le liquide stagne à l'intérieur de l'intestin, il sera colonisé par des bactéries. Et ces bactéries, à la suite de la perforation par exemple de l'intestin à cause de l'hyperpression, peuvent passer vers la cavité péritonéale, causant par exemple des péritonites. Alors les conséquences générales, retentissement suslésionnel grave et rapide, donc on aura un hyperpéristaltisme. L'hyperpéristaltisme, c'est une forme de lutte de l'organisme contre cette occlusion. Donc on aura un hyperpéristaltisme et ce mécanisme sera rapidement dépassé. Donc on a ce qu'on appelle l'absence de ce péristaltisme. Et vous comprenez bien que c'est un mécanisme de lutte et c'est logique que ce mécanisme, c'est-à-dire l'hyperpéristaltisme, sera absent dans les occlusions intestinales fonctionnelles. Ça, c'est une remarque qui est très très importante. Je signale que en cas d'occlusion intestinale fonctionnelle, l'hyperpéristaltisme est absent parce que rappelez-vous que l'occlusion intestinale fonctionnelle est une absence dès le début de ces péristaltismes et donc le péristaltisme ne va pas être possible. Donc l'hyperpéristaltisme est présent seulement dans les occlusions intestinales qui sont mécaniques et absent dans les occlusions intestinales qui sont fonctionnelles. D'accord ? Les vomissements, donc toujours les vomissements parce qu'on a l'occlusion, donc les liquides, comme ils ne vont pas s'échapper par la voie naturelle qui est l'intestin, ils vont s'échapper par une autre voie qui est la voie ascendante, qui est tout simplement par les vomissements par la bouche. Déshydratation et perte de sel, c'est-à-dire perte de sodium qui se trouve au niveau des sécrétions et donc le mouvement de l'eau suit les mouvements du sodium. Quand on a une hyponatrémie, tout simplement on aura une diminution du liquide qui se trouve au niveau des vaisseaux et donc une déshydratation extracellulaire. Et on aura une déshydratation qui est extracellulaire et tout ce qui est déshydratation extracellulaire va causer l'augmentation de la concentration de tout ce qui est hématocrite. Donc l'hématocrite c'est le volume occupé par les globules rouges. Donc quand le volume sanguin diminue à cause de cette perte de sel par les vomissements, donc automatiquement l'hémoconcentration, l'hématocrite augmente et donc une déshydratation. Donc la déshydratation, ce qui cause l'hématocrite, non pas l'inverse, l'augmentation de l'hématocrite. Donc c'est la déshydratation qui cause l'augmentation de l'hématocrite. Et bien sûr, par les vomissements, on a une perte de pas mal de ions, notamment le potassium. Donc on aura baisse de potassium, de chlore et bien sûr de Na+. Et donc n'oubliez pas que les sucs gastriques sont de type HCl. Donc on a perte des ions chlore ou de NaCl, donc on aura perte des ions Na+, aussi, mais aussi on aura perte des ions H+, sous forme d'HCl, donc on aura perte des ions H+, et tout ce qui est perte des ions H+, va causer une alcalose métabolique. Retenez bien que, rappelez-vous que le pH est égal à la concentration du bicarbonate sur la PaCO2, et quand on a une perte des ions H+, ça va causer l'augmentation des bicarbonates parce que le rôle du bicarbonate dans le sang est de tamponner ces ions H+, et donc quand les ions H+ disparaissent, donc la quantité de bicarbonate augmente, et quand la quantité de bicarbonate, la concentration du bicarbonate augmente, on aura augmentation forcément du pH, et donc ça va causer une alcalose métabolique. Tout simplement, la perte des ions H+ cause une alcalose métabolique dans les cas généralement de l'occlusion intestinale haute. Alors le passage des hermes à travers la paroi, comme je vous ai dit, donc la stase des liquides cause la multiplication des bactéries et donc ça peut donner une péritonite. Donc le passage des germes vers le péritoine, donc ça peut causer une péritonite progressivement, puis diffusion voire perforation. Par diffusion voire par perforation, donc l'anse intestinale à cause de l'hyperpression peut se perforer.
En cas d'occlusion, donc le liquide digestif va s'accumuler, il va causer une distension abdominale, ça c'est clair. Sa distension diminue l'absorption des liquides et elle va encore stimuler la fabrication de sécrétions intestinales. Donc ça va causer l'augmentation de la distension, donc c'est un cercle vicieux. Et cette augmentation de pression vers la paroi, donc la distension va exercer une pression énorme sur les parois, ce qui va retarder la circulation sanguine, ce qui va oblitérer les vaisseaux sanguins artériels et pourquoi pas causer une nécrose de la paroi. Dans l'obstruction simple, au début, lutte puis distension. Donc troisième secteur intraluminal. On veut dire par quoi le troisième secteur? C'est tout simplement cette accumulation de liquide à l'intérieur de l'intestin. Ces liquides, dans l'état normal, se propulsent à l'intérieur de l'intestin et en même temps passent vers le sang. Quand on a cette stase de liquide à l'intérieur de l'intestin, donc ces liquides ne vont pas vers la circulation sanguine, ce qui cause généralement la déshydratation. Et ce liquide, ou cette distension et cette accumulation de liquide vont constituer un troisième secteur, en plus du secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire. Donc c'est comme si un troisième secteur. Aussi les conséquences de l'éclosion, c'est l'hypovolémie, on l'a déjà dit, l'hyponatrémie, l'alcalose, l'hypochlorémie et bien sûr l'insuffisance rénale fonctionnelle au début parce que le rein ne va pas avoir une circulation ou une perfusion qui est normalement possible et donc on aura une insuffisance rénale qui est fonctionnelle au début causée par l'hypovolémie. Dans une occlusion sur le côlon, tableau d'installation plus lente. Pourquoi? Parce que le côlon n'est pas le siège d'une absorption et donc tout est absorbé généralement malgré une stase de liquide, mais ces liquides sont généralement pas beaucoup vraiment riches en ions, notamment le potassium et le Na+, et donc l'installation des symptômes sont plus progressives, plus lentes et même les manifestations ioniques et la distension est parfois gigantesque par contre. Donc la distension abdominale est beaucoup plus importante dans l'occlusion intestinale basse, c'est-à-dire quand elle siège au niveau du côlon, que dans l'occlusion intestinale haute et donc le risque de perforation est grand. Dans la strangulation, on a dit que c'est un mécanisme qui est de gravité énorme. Pourquoi? Parce que à cause de la strangulation, on peut avoir une ischémie qui peut aller jusqu'à la nécrose irréversible. En plus de la prolifération bactérienne, ces bactéries peuvent migrer vers le sang causant un choc septique ou bien risque de rupture. Donc risque de rupture et de perforation de la paroi intestinale, mais le risque le plus majeur c'est l'ischémie. C'est l'ischémie à cause de la strangulation et de l'hyperpression sur la région qui est strangulée de l'intestin. Passons à l'occlusion intestinale fonctionnelle. Les signes au début correspondent à l'étiologie. Quelle que soit l'étiologie, donc on aura les signes fonctionnels en rapport avec l'étiologie, que ce soit hypokaliémie ou autre. Elle se caractérise par une paralysie intestinale réactionnelle, distension précoce et importante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette péristaltisme et donc l'accumulation et la dilatation de liquide et de gaz sera précoce et vraiment importante. Les vomissements plus rares par absence de péristaltisme. Quand il n'y a pas de péristaltisme, donc les vomissements vont être plus rares. Parce que c'est quoi la chose qui cause les vomissements? C'est généralement cette lutte de l'organisme contre l'obstacle, généralement par l'hyperpéristaltisme. Et quand on a une paralysie par atonie ou un réflexe spasmodique, le péristaltisme est absent, ce qui cause des vomissements qui sont plus rares. L'altération pariétale est plus tardive et dépend surtout de la cause. Donc ça dépend de la cause. Alors les conséquences résumées, donc les complications générales sont le choc hypovolémique, complication numéro 1, et plus tard le choc toxi-infectieux par passage de bactéries vers la circulation sanguine. Dans certains cas, on peut avoir un ulcère de stress. Les complications locales sont la nécrose, surtout par mécanisme de strangulation, et la perforation. Au pied de lance, c'est quoi le pied de lance? Ben, c'est ça le pied de lance, c'est ça, c'est cette région que l'hyperpression elle est vraiment augmentée, donc risque de perforation, et même dans la région distendue, il y a un risque aussi de perforation. Voici un petit peu les différentes étiologies du grêle. Donc on peut avoir une obstruction, une strangulation bien sûr, et les pathologies qui causent, et même l'obstruction au niveau du côlon et la strangulation. Et vous remarquez bien que le fécalome ne peut causer qu'une occlusion intestinale colique, c'est-à-dire basse.
parce qu'on a déjà dit que le fécalum ce sont des matières fécales qui sont asséchées. Et vous remarquez bien qu'au niveau de l'intestin grêle, on n'a pas des matières fécales, elles ne sont pas encore constituées. Donc le fécalum, attention, il cause seulement une obstruction chronique ou une occlusion colique basse, c'est-à-dire une occlusion qui est basse, non pas une occlusion haute, grélique. Quel que soit le type de l'occlusion haute ou basse, donc on aura une tachycardie comme manifestation clinique suite à l'hypovolémie comme un mécanisme de compensation, l'hypotension artérielle suite à l'hypovolémie, l'oligurie et l'insuffisance rénale fonctionnelle. Bien sûr, une déshydratation le plus souvent extracellulaire dans le compartiment vasculaire en rapport toujours avec le troisième secteur, ça on est déjà détaillé. Et bien sûr, on a une alcalose hypochlorémique, surtout dans l'occlusion haute. Parce que l'occlusion basse, on a déjà dit que les ions, les sécrétions sont faibles en ions, et donc on n'aura pas vraiment un retentissement acido-basique majeur. Le diagnostic positif, toute occlusion, le diagnostic est facile par la triade fonctionnelle douleur, vomissement et arrêt des matières et des gaz. Et donc la douleur peut être aiguë ou sourde. Donc elle peut être aiguë en cas de mécanisme à strangulation, la douleur est intense. Pourquoi? Parce que la strangulation cause une ischémie. Et l'ischémie, elle va se traduire par une douleur qui est brutale, qui est intense, qui est permanente généralement. Elle peut être continue ou paroxystique, rapidement diffuse. Et pour les vomissements, c'est le signe, les vomissements et les arrêts des matières et des gaz diffèrent, que ce soit l'occlusion siège dans le grêle ou bien dans le côlon. C'est-à-dire, ça nous permet de différencier une occlusion intestinale haute ou une occlusion intestinale basse. Une occlusion intestinale haute, ça va se traduire par des vomissements qui sont précoces dans l'occlusion intestinale haute. Par contre, dans l'occlusion intestinale basse, les vomissements sont tardifs. Parce que plus l'occlusion est haute, plus les liquides qui vont vers le trajet supérieur, c'est-à-dire vers la bouche, plus le trajet est court. Et donc, plus les vomissements sont précoces. Tout ce qui est arrêt des matières et des gaz, donc valeur surtout de l'arrêt des gaz, parce que l'arrêt des gaz précède l'arrêt des matières. Donc la valeur pronostique est surtout plus importante pour l'arrêt des gaz, mais il faut savoir qu'en cas d'occlusion intestinale haute, l'arrêt des gaz est tardive, c'est l'inverse des vomissements. Donc voici en vert l'intestin grêle et voici en bleu le gros intestin et voici le rectum. Quand l'occlusion siège ici, donc il reste toute cette partie de l'intestin qui est riche en matière fécale et en gaz, et donc l'arrêt des matières et des gaz sera tardive, d'accord? Par contre, si l'occlusion siège par exemple ici, donc elle est basse, donc au niveau du côlon, par exemple ici, il n'y a que ces matières et des gaz qui se trouvent ici qui seront rejetées. Et par la suite, on aura arrêt des matières et des gaz, parce que les matières et des gaz qui se situent ici ne vont pas aller vers cette partie à cause de l'occlusion ici. Et donc, justement, seulement cette partie sera vidée de ces matières et de ce gaz, et de ces gaz. Et donc, en cas d'occlusion intestinale basse, l'arrêt des matières et des gaz est bien entendu précoce. C'est l'inverse des vomissements. Bien sûr, 3 gestes fondamentaux à ne pas oublier en cas de suspicion d'occlusion intestinale. Le premier geste, c'est rechercher une cicatrice abdominale. On a déjà dit que les interventions chirurgicales peuvent causer une bride. Donc, c'est vraiment rechercher une cicatrice abdominale suite à une intervention chirurgicale. Le toucher rectal à la recherche d'un fécalum qui peut se situer au niveau du rectum. Et l'examen des orifices herniaires à la recherche d'une hernie qui est étranglée, qui est une urgence chirurgicale. Les deux types de l'occlusion, il y a les occlusions fonctionnelles. Il n'y a pas des bruits hydroaériques à l'auscultation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le péristaltisme. C'est pour ça que les bruits hydroaériques ne sont pas présents. Les signes généraux cliniques et biologiques sont modérés. La radiographie montre une dilatation diffuse du grêle, surtout dans le cas du spasme diffus du grêle et du côlon. Donc, ça peut causer une dilatation qui est généralisée. En cas d'occlusion par strangulation, la douleur, on a déjà dit, elle est brutale à cause de l'ischémie et elle est intense. L'apparition rapide de choc est rapide, d'accord? Le mécanisme par strangulation est le mécanisme le plus grave. Il existe un silence auscultatoire, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas ce péristaltisme, donc on aura un silence auscultatoire, que c'est un signe de gravité, et l'ASP peut montrer un niveau hydroaérique selon que ce soit une occlusion intestinale haute ou que ce soit une occlusion intestinale qui est basse.
il faut intervenir avant le stade irréversible de la nécrose. Ça, on a déjà parlé. Et on a l'occlusion finalement par obstruction. Quand on a une obstruction, donc le début de la maladie, vous voyez bien qu'elle est progressive, surtout par exemple en cas de processus néoplasique, en cas de cancer. Donc ça va progressivement augmenter de taille et donc plus pratiquement, les signes cliniques vont être progressifs et tout ce qui est progressif, c'est bien toléré par l'organisme. Les douleurs sont moins intenses, les vomissements sont tardifs et parfois absents. Là, les vomissements, c'est généralement en rapport avec le type de l'occlusion. Si c'est une occlusion qui est haute, les vomissements seront précoces. Si c'est basse, les vomissements seront tardifs. Le retentissement général est tardif. À l'auscultation, augmentation des bruits hydroaériques, c'est en relation avec la lutte de l'organisme contre cet obstacle. Donc on aura un hyperpéristaltisme. Bien sûr, les niveaux hydroaériques sont toujours présents. L'urgence est bien sûr moins grande que dans les occlusions par strangulation. Ça c'est clair parce que le mécanisme de strangulation est le mécanisme le plus grave. Mais ça n'empêche pas que, à cause de la stase et à cause de la dilatation, on aura bien sûr l'arrêt de la circulation sanguine à un moment donné. Donc ne pensez pas que le mécanisme par obstruction ne cause pas des problèmes vasculaires. Au contraire, quand on a pas une intervention prise en charge immédiate ou un diagnostic qui est retardé, on aura à un moment donné une installation de la stase vasculaire, de l'ischémie et de la nécrose à cause de la distension et l'hyperpression sur la paroi. Mais quand même, c'est un peu retardé par rapport à la strangulation qui donne immédiatement les manifestations qui sont vasculaires. Et bien sûr, on a une autre classification des occlusions selon le siège que je juge la classification la plus importante. C'est en fonction de la localisation, que ce soit au niveau du grêle, que ce soit au niveau du côlon. Et donc, on distingue toujours l'occlusion qui est basse et l'occlusion qui est haute. Dans l'occlusion qui est basse, donc les douleurs sont en fonction du mécanisme, les vomissements sont précoces, l'arrêt des matières et des gaz est tardif, les niveaux hydroaériques sont centraux et plus larges que hauts. Et dans l'occlusion qui est basse, les douleurs c'est en fonction du mécanisme, les vomissements sont tardifs, l'arrêt des matières et des gaz est précoce et les niveaux hydroaériques sont périphériques et ils sont plus hauts que larges. Donc, voici la distinction entre les deux. Donc, quand on a déjà dit, donc les occlusions du grêle, les vomissements sont précoces, l'arrêt des matières et des gaz est tardif, les signes de déshydratation sont marqués. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'intestin, c'est un site de réabsorption et donc les manifestations ioniques seront beaucoup plus graves que dans l'occlusion qui est basse. L'ASP montre des niveaux hydroaériques plus larges que hauts et de situation bien sûr centrale. Dans l'occlusion du côlon, les vomissements sont tardifs, l'arrêt des matières et des gaz est précoce et les signes de déshydratation sont modérés. Pourquoi? Parce que tout a été absorbé au niveau de l'intestin grêle et les niveaux hydroaériques sont périphériques et plus hauts que larges. Le diagnostic différentiel, donc le tableau de l'occlusion intestinale peut mimer un tableau d'infarctus de myocarde, donc quand la douleur est projetée à l'abdomen, une colique néphritique, une pancréatite ou bien une infarctus du mésentère. Donc ça peut causer un problème de diagnostic. Comme conclusion, l'occlusion intestinale aiguë est une urgence abdominale car elle peut engager souvent un pronostic vital. Elle nécessite toujours une hospitalisation au milieu chirurgical parce qu'il faut savoir que le traitement de l'occlusion intestinale, c'est tout simplement la réhydratation, la correction des troubles ioniques, mais surtout le traitement de l'étiologie, c'est-à-dire la pathologie qui a causé l'occlusion. Et vous comprenez bien que quand on a une pathologie organique, par exemple un carcinome ou un cancer, on doit l'enlever. Quand on a un volvulus, on doit dévolvuler le volvulus. Quand on a une bride, on doit enlever la bride. Voilà. Et quand le mécanisme est fonctionnel, quand la cause est fonctionnelle, par exemple une hypokaliémie, ça ne nécessite pas une intervention chirurgicale. Il suffit de corriger la kaliémie pour tout rentre dans l'ordre. Et bien sûr, de ce fait, le diagnostic doit être précoce et la prise en charge initiale optimale. C'est le tout pour notre cours. J'espère que le cours était bénéfique. N'hésitez pas surtout à mettre un petit like et je vous invite à poser vos questions si vous avez des questions dans la boîte de commentaires et à la prochaine.